Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des tendances de la tech. On évoquera également la réforme du régime juridique des titres financiers numériques. Et enfin, on évoquera le nouveau cadre juridique des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Sardin, associé chez Janté, pour évoquer les tendances de la tech. Frédéric Sardin, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, comment les entreprises de la tech en France se portent-elles aujourd'hui? Alors les entreprises de la tech en France, elles ne se portent pas si mal que ça, malgré le contexte, on va dire, le nouveau paradigme que nous connaissons depuis le début de l'année 2022. Elles ne se portent pas si mal que ça parce qu'au premier semestre 2022, elles ont levé plus de 8 milliards d'euros, ce qui est une performance historique absolue dans le secteur de la tech en France, ce qui donc dans l'absolu est une très bonne performance, qui doit tout de même être relativisé par rapport aux 18 milliards d'euros qu'ont levé les entreprises anglaises du secteur de la tech sur la même période. Donc, c'est une très bonne performance, mais qui reste dans un contexte concurrentiel très marqué. On fait mieux que les Allemands, qui ont levé 6 milliards. On fait beaucoup moins bien que les Anglais. Et si on met en perspective par rapport aux 300 milliards de dollars qu'ont levé les entreprises de la tech aux US sur l'année 2021, on voit qu'on est encore un petit peu en retard. Mais dans l'absolu, la tendance est tout de même positive et croît. Quel est l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le secteur? Alors, l'impact des taux, elle est très importante sur la valorisation des entreprises du secteur de la tech. Pourquoi? Parce que les entreprises du secteur de la tech, ce sont des entreprises dites de croissance. Et donc, leur valorisation, c'est quand vous investissez dans une entreprise de la tech, vous investissez dans une prévision de bénéfices, dans des bénéfices prévisionnels. Et dès lors que les taux des banques centrales augmentent, les calculs de modélisation et de valorisation des entreprises de croissance, impliquent une baisse de la valorisation de l'entreprise tech, correspondante et proportionnelle à la hausse des taux. Donc cette hausse des taux pour la valorisation des entreprises du secteur de la tech, il n'est forcément pas très favorable et ça participe du nouveau paradigme que nous connaissons depuis le début de l'année. Quel est l'impact des marchés financiers, de la bourse sur le secteur actuellement? Alors, l'impact, il est surtout sur les exits. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'écosystème des entreprises de la tech française, un des points de faiblesse structurelle, c'est les exits. On arrive à amorcer, à faire de belles startups, parfois des scale-up, mais quand on va ensuite sortir et garder un peu de la souveraineté ou garder l'entreprise française, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc très souvent, on commence avec une startup qui est financée par la BPI et puis une région, qui s'appelle meslegumes.fr, mais le dernier tour de table final, il va être fait par un fonds d'investissement californien et vous allez vous rebaptiser myvegetables.com et puis vous allez ressortir ou vous cotez soit sur le marché américain, soit carrément vous installer en Californie. Ça, c'est la vraie difficulté. Donc, l'impact, on va dire, de la déprime des marchés boursiers, c'est qu'en termes d'exit, l'accès au marché boursier pour les entreprises de tech françaises, il est beaucoup plus difficile en ce moment. Et je pense que dans les mois qui viennent, le marché sur les exits sera beaucoup plus animé par les fonds de private equity ou les très gros family office qui peuvent être intéressés pour investir des sommes substantielles dans des entreprises de la tech française. Alors, les entreprises de la tech se portent bien. Quelles sont les perspectives à venir? Alors, on voit que la tendance actuelle, là, elle est plutôt bonne. Les perspectives à venir, on voit que le contexte macro, il est très difficile. On annonce une récession dans les mois qui viennent. Ça a nécessairement un impact sur les cours de bourse, sur les valorisations. Et tant que l'augmentation des taux par les banques centrales, tant par la Fed que par la BCE, et on voit que la BCE a rehaussé encore son taux directeur le 27 octobre, tant que cette hausse des taux n'aura pas pris fin, il y a une difficulté qui se fait jour pour toutes les entreprises du secteur de la tech, à la fois sur les exits, à la fois sur les valorisations, sur le cours de bourse de celles qui sont cotées. On sait qu'un certain nombre d'entreprises tech françaises, notamment du CAC, ont chuté lourdement depuis le début de l'année, parfois pour des raisons qui sont propres à l'entreprise, mais aussi pour des raisons plus structurelles de marché liées à la hausse des taux. Donc on va dire prudence, on a toujours quand même de beaux projets qui existent. L'objectif du président Macron de 25 licornes à l'horizon 2025 a été rempli au début de l'année, fin janvier, on comptait la 25e licorne. Donc il existe des motifs d'espoir, mais le contexte macroéconomique incite à la prudence de l'ensemble des acteurs. Alors par ailleurs, les entreprises de la tech doivent faire face à une régulation accrue de l'Union européenne, DMA, DSA et bientôt Cyber Resilience Act. Oui, tout à fait, Arnaud. On voit que
surcouche réglementaire et peut parfois être un frein, notamment pour les plus petites entreprises, hein, pour les startups. Il y a donc maintenant quelques semaines, l'Union européenne a publié son projet de Cyber Resilience Act, qui vise à imposer à l'ensemble des entreprises européennes, notamment qui travaillent dans le secteur de l'Internet des objets, des notions de security by design pour tous leurs produits, pour tous les logiciels incorporés dans des produits. Donc on voit que ça peut toucher un grand nombre d'entreprises du secteur de la tech. Ça peut être des wallets physiques pour des crypto-monnaies, ça peut être des périphériques, des écrans, des disques durs, etc. Et donc ça va toucher les fabricants de matériel, ça va toucher aussi les éditeurs d'applications qui sont intégrés dans ces matériels. Et c'est potentiellement une lame de fond qui va impacter les acteurs d'ici 2 ans, une lame de fond qui, je pense, sera comparable au RGPD pour tous les acteurs, alors de la tech française bien évidemment, mais au-delà européenne. Et donc voilà, c'est encore vigilance pour les acteurs de la tech. Vigilance et puis des points d'attention, des points de budget, parce qu'il va falloir se mettre en conformité, et peut-être des freins au développement dans une économie où, avant tout, les acteurs cherchent de la croissance et de la croissance rapide. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci pour cet éclairage. Vous êtes toujours sur Décideur TV, dans Lex Inside. On va parler réforme du régime juridique des titres financiers numériques avec mon invité Dominique Stucki, associé chez Cornet Vincent Ségurel, et il s'occupe plus particulièrement des services financiers. Dominique Stucki, bonjour. Bonjour. Alors, les services financiers numériques sont à un stade où on est en train de réfléchir pour améliorer, adapter la réglementation. Quel est l'état du droit positif actuel ? Alors, la France a été un précurseur en la matière puisque dès 2017, il y a une ordonnance au mois de décembre en transposition de la loi Sapin, la loi Sapin 2, qui a permis d'enregistrer des titres sur ce qu'on appelle des registres distribués, donc en fait des blockchains, et ce, à l'époque, dans une optique principalement d'enregistrement des titres non cotés. Donc c'était effectivement un texte pionnier qui a été en fait mis en œuvre au travers d'un décret qui a été inscrit 1 an plus tard seulement, donc en décembre 2018. Et la France, effectivement, a été un des premiers pays dans lequel il est possible d'enregistrer des titres, donc des actions, des obligations, non pas sur un registre papier à l'ancienne, mais effectivement sur un registre numérique, c'est-à-dire tout simplement des dispositifs partagés d'ordinateurs qui permettent de rendre la propriété de ces titres inviolable, infalsifiable, et puis, si on le souhaite, accessible à tous. Donc, ça a été la technologie, c'est la blockchain. C'est la blockchain, exactement. C'est le partage de registres qui rend l'enregistrement non contestable. Alors aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau de l'Union européenne avec le règlement régime pilote. Le HCJP aussi fait un ensemble de propositions pour adapter le régime juridique des titres financiers numériques. Quelle est la perspective de toutes ces modifications ? Pourquoi on veut adapter finalement le droit ? Est-ce qu'il n'est pas satisfaisant aujourd'hui ? Alors le droit est effectivement un peu en retard par rapport à une pratique. On voit de plus en plus d'acteurs qui souhaitent émettre des titres qui ont les caractéristiques de titres financiers, mais qui sont en réalité plutôt des tokens, comme on dit souvent. On appelle ça souvent des security tokens, donc des sortes de jetons numériques qui n'ont pas vraiment leur place dans l'environnement réglementaire actuel. Nous avons été nous-mêmes, d'ailleurs, très souvent sollicités par des acteurs qui souhaitaient émettre des types d'actifs qui ressemblent à des actions, qui ressemblent à des obligations, mais qui sont en fait des dérivés, si j'ose dire, de ces titres financiers et qui ont du mal à trouver leur place dans le dispositif traditionnel qui a été conçu pour des titres classiques. Alors, face à cela, l'Europe a eu 2 types de réactions. La première réaction a été de consacrer la notion de cryptoactifs, et ça, c'est l'objet du règlement MiCA, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, mais qu'il est important d'avoir en tête parce que ça permet d'avoir en tête que
notamment ce qu'on appelle les monnaies, les crypto-monnaies, et tous les autres actifs numériques de type utility tokens auront une consécration en droit européen, comme d'ailleurs ils ont été consacrés, on s'en souvient avec la loi Pacte, au travers notamment des actifs numériques, la consécration de la notion d'actifs numériques en droit français. Ça, c'était effectivement le volet des actifs non security tokens. Et quid des actifs qui ont les caractéristiques de security tokens, donc qui ressemblent à des actions, qui ressemblent à des obligations? Eh bien, cela, l'Europe a décidé de les traiter au travers d'un règlement, vous l'avez dit tout à l'heure, un règlement pilote. D'ailleurs, c'est en soi une innovation, puisque ce règlement n'a une durée d'existence que de 3 ans. Donc, c'est vraiment un essai, un laboratoire que l'Europe lance. Pourquoi ce règlement régime pilote? Alors, pourquoi ce règlement régime pilote? Parce qu'en fait, l'Europe se rend compte que dans les marchés à faible capitalisation et notamment à faible liquidité, il est peut-être intéressant d'introduire une sorte d'innovation qui pourrait un peu booster ces valeurs. Alors, on pense en France, notamment aux valeurs de type Euronext Growth, ou même les petites capitalisations d'Euronext, donc de Euronext segment C, qui pourraient, d'après le législateur européen, bénéficier d'une certaine forme de liquidité si on favorisait leur négociation sur des marchés dits DLT, donc à distribution partagée. On utilise beaucoup de termes anglo-saxons dans le règlement, de manière assez étonnante, y compris dans la version française. Donc ces registres DLT pourront être opérés par des acteurs qui sont des dépositaires, qui sont des entreprises d'investissement autorisées à gérer des marchés financiers et de type Euronext, par exemple, afin que sur les petites valeurs, ce qu'on appelle parfois les SMN, les systèmes multilatéraux de négociation, on puisse non pas uniquement opérer des actions classiques, mais le faire sous forme de registre distribué. Donc, c'est un règlement assez technique qui s'adresse principalement aux valeurs cotées, on vient de le dire, petites valeurs cotées principalement, mais qui est une illustration nouvelle du souhait du législateur européen d'essayer de s'attaquer, si j'ose dire, à toutes ces nouvelles formes de produits de type blockchain. Pour terminer, ce mouvement, ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Alors, ce règlement est très technique, le rapport du Haut Comité également. Et effectivement, il soulève de très nombreuses questions, mais il est intéressant de voir l'initiative à la fois du législateur français et du législateur européen qui essaie toujours de coller une certaine pratique. Et nous, au quotidien, nous sommes confrontés à des questions de nouveaux acteurs, notamment dans la fintech, qui effectivement militent pour cette adaptation par le législateur. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler du nouvel accord de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis avec mon invité Nicolas Samar, administrateur de l'AFCDP et également fondateur de l'Hexagone. Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, nouvel accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est le 3e accord après le Safe Harbor et le Privacy Shield, tous deux qui ont été invalidés. Pourquoi ces accords sont importants? Il y avait une insécurité juridique? Oui, tout à fait Arnaud. Alors, il faut rappeler que le Safe Harbor et le Privacy Shield permettaient aux entreprises américaines adhérentes de bénéficier d'une présomption de conformité et donc de mettre en place des traitements de données à caractère personnel avec un transfert des données de ressortissants de l'Union européenne, de l'Europe, vers les États-Unis, puisque la Commission européenne avait reconnu ces deux dispositifs comme ayant un caractère adéquat par rapport au niveau de protection en matière de données à caractère personnel. Avec l'invalidation de ces deux dispositifs, ces entreprises américaines, si elles souhaitent continuer à transférer des données vers les États-Unis, ont l'obligation de justifier de mesures supplémentaires. Et on le voit aujourd'hui, notamment et précisément avec la décision de la CNIL et des deux autorités autrichiennes et italiennes en 2022, qui ont considéré que les utilisateurs de Google Analytics, que l'utilisation de Google Analytics était illicite au regard justement du manque de ces mesures supplémentaires.
Alors, que prévoit ce nouvel accord? Alors, on n'est pas encore au nouvel accord. On a un décret qui a été signé le 7 octobre dernier par le président Biden. Et on verra qu'effectivement, il restera encore plusieurs mois de négociations, puisque la Commission européenne va devoir analyser le caractère adéquat ou non de ce décret. Ce qu'on peut dire, c'est que ce décret va dans le bon sens, puisqu'effectivement, il répond aux deux principaux griefs de l'arrêt Schrems II de juillet 2020, qui a invalidé le Privacy Shield, c'est-à-dire le problème de la proportionnalité et des voies de recours. Alors, sur le principe de proportionnalité, il faut rappeler que ce principe impose, au regard de la finalité des traitements, c'est-à-dire leurs objectifs, de collecter des données uniquement pertinentes, non excessives et objectives, pour une durée limitée dans le temps et pour des destinataires bien identifiés, ce qu'on appelle les personnes habilitées à accéder aux données. Le décret Biden prévoit d'imposer cette proportionnalité aux services de renseignement américains qui devront être conformes à la protection de la vie privée et aux libertés civiles des personnes concernées. Pour garantir le respect de ce principe de proportionnalité auprès de ces agences de renseignement, deux voies de recours possibles. Tout d'abord, par la mise en place d'un agent de protection des libertés civiles, le CLPO, auprès duquel les personnes concernées pourront se retourner afin de faire valoir l'exercice de leurs droits. Un deuxième niveau, avec la mise en place de la Cour de révision de protection des données, qui devra assurer un contrôle indépendant des décisions du CLPO et auprès de laquelle les personnes concernées pourront également porter plainte en cas de non-respect de leurs droits. Et cette Cour de révision pourra prendre des décisions contraignantes à l'encontre des services de renseignement américains. Et enfin, dernier dispositif du décret Biden, une agence de régulation qui a pour obligation d'analyser de manière annuelle le respect de ces principes par les services de renseignement américains au regard des décisions du CLPO et de la Cour de révision de protection des données. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième bataille judiciaire? On dit l'adage « jamais 203 ». Alors, je pense que l'adage va se vérifier, effectivement, puisque si, malgré le fait que ce décret réponde aux deux principaux griefs de l'arrêt Schrems II, le débat va continuer sur cette notion de proportionnalité. Est-ce qu'outre-Atlantique, ce principe a la même signification qu'en Europe? Et on va le mettre en contradiction, certainement, avec la surveillance de masse, qui semble pas correspondre à la définition du principe de proportionnalité que je viens de vous rappeler. Et puis, le deuxième sujet, sur les voies de recours, Max Schrems, qui est à l'origine donc de la précédentes invalidations. Les deux chutes du Safe Harbor et du Privacy Shield, mais déjà un doute sur cette indépendance, puisque cette Cour de révision de protection des données est rattachée directement au ministère de la Justice, et selon lui, elle ne répond pas à la charte des principes de droits fondamentaux de l'Union européenne. Et je vous rappelle que Max Schrems est cofondateur donc de l'association None of Your Business, qui milite pour la protection des données à caractère personnel des ressortissants de l'Union européenne. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.